Moulin, pour une question d'actualité d'abord. Où en est la proposition de loi Leroux visant à autoriser les mutuelles à mettre en place des réseaux? Elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle va arriver au Sénat bientôt? Bonjour à tous et merci à M. Gaudino pour son invitation et merci de permettre les conditions de ce débat. Je ne vais pas vous répondre sur cette question parce que je ne suis absolument pas au fait de l'actualité précise du projet de loi Leroux. Je ne sais pas exactement où ça en est dans les navettes parlementaires, même si cette question elle fait sur le fond partie du débat. Je veux bien vous dire quelques mots du sens de ma présence ici et en sachant que ce qui m'intéresse c'est surtout d'écouter les réflexions de la profession et ce qui résultera de cette table ronde, en sachant que le contexte dans lequel on est, c'est un double contexte, c'est à la fois la stratégie nationale de santé qui a été annoncée par le Premier ministre et que Marisol Touraine a lancée avec un comité des sages qui réfléchit actuellement sur les propositions qui permettraient de transformer le système de santé au service de plus de prévention, de plus de parcours de santé, de plus de justice et de plus d'efficacité avec les contraintes que nous partageons tous. Et puis c'est celui d'un projet de loi plus sectoriel, qui est la loi d'adaptation de la société au vieillissement que porte Michel Delaunay, la ministre déléguée auprès de Marisol Touraine, chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Dans cette loi, dans ce projet de loi, elle a d'ores et déjà annoncé qu'il y aurait un triple A qui permettrait à la France de récupérer son triple A, ce qui nous fait tous plaisir. Triple A comme adaptation, anticipation et accompagnement. Et dans ces trois A, il y a un A dont on a beaucoup parlé, qui est l'accompagnement, qui est en grosso modo la réforme de la dépendance. Comment on réduit, pour faire court, les restes à charge sur les dernières années de vie liées à la dépendance, soit en maison de retraite, soit à domicile, en relevant les plafonds de l'APA et en diminuant les restes à charge, en agissant sur les tarifs de maison de retraite. C'est évidemment ce dont on parle le plus, parce que c'est ce qui, financièrement, risque de peser le plus et qui pose des questions de choix politiques sur les recettes à mobiliser face à cette réforme de la dépendance que chacun avait annoncé et qui, comme vous le savez, avait été abandonné par le précédent gouvernement. Mais dans ces trois A, il y a aussi un A sur lequel je voudrais insister ce matin, qui est le A de l'anticipation. Et Michel Delaunay, depuis plusieurs mois maintenant, cherche à défendre l'intérêt d'une réforme de la dépendance qui s'inscrit dans une loi plus large sur l'autonomie et qui comprend un volet anticipation, prévention, avec cette conviction chevillée au corps que la dépendance n'est pas une fatalité, la perte d'autonomie n'est pas une fatalité, qu'on y peut quelque chose, qu'on peut faire reculer de la dépendance évitable en ayant une action plus forte en matière de prévention de la perte d'autonomie. Et dans la prévention de la perte d'autonomie, la façon dont on peut dépister et prendre en charge le plus tôt possible les débuts de déficience sensorielle, et en particulier de la déficience auditive, est considérée comme une question fondamentale par les pouvoirs publics. Vous le savez mieux que nous, une personne qui commence à moins bien entendre et qui n'est pas appareillée ou est mal appareillée, ou est appareillée et abandonne son appareil au bout de quelques jours, ou n'est pas bien suivie, n'est pas bien réglée, c'est une personne qui rentre dans un cycle qui peut l'amener vers la dépendance, vers l'accélération d'un processus de dépendance par l'isolement que cela produit. Donc les questions que vous portez aujourd'hui sont des questions qui sont des questions techniques, des questions d'organisation professionnelle, avec des intérêts propres de la profession, mais ce sont des questions éminemment politiques qui interrogent un vrai enjeu de société qui est comment on accompagne le vieillissement de la population et comment on fait en sorte qu'on donne plus d'outils aux personnes pour vieillir le mieux possible. C'est le sens de la préoccupation de Michel Delaunay, dont je suis venu vous faire part ce matin,
sur la question de la prise en charge de la déficience auditive. Avec un premier enjeu sur lequel elle communique largement, qui est un enjeu culturel, qui est que, à la différence d'autres déficiences sensorielles, comme l'optique, l'audioprothèse, l'appareillage auditif, est encore trop stigmatisant. Et nous souhaitons contribuer par la parole politique, par le débat dans la société, et je pense qu'on a une responsabilité collective dans cette affaire, à déstigmatiser, à faire en sorte que l'audioprothèse devienne, comme les lunettes le sont devenues progressivement, un objet d'élégance, un objet qui ne pose pas de difficultés stigmatisantes. Il y a des gens qui portent des lunettes sans avoir besoin, on le sait, par élégance, on n'en est pas là sur les audioprothèses. On pourrait imaginer que demain ce soit le cas pour les audioprothèses, qu'on ait des fausses audioprothèses parce que ce soit devenu tellement quelque chose de chic, tendance, on n'en est pas là. Voilà. Alors sans aller jusque-là, on a une bataille de l'idée et une bataille de l'accompagnement dans les changements de mentalité et dans le changement culturel à laquelle on souhaite participer activement. Et puis il y a une question bien évidemment centrale, qui est celle de l'enjeu de la transparence et de l'accessibilité de ces produits. Et là, force est de constater que malgré les efforts récents de la profession qu'il faut saluer, les organisations professionnelles qui sont de plus en plus organisées pour porter ces questions et permettre les conditions d'un dialogue de plus en plus structuré avec les pouvoirs publics, et bien malgré ces efforts, trop récents peut-être, il reste encore très difficile pour le grand public de s'y retrouver dans la diversité des produits et dans les écarts de prix qui laissent des restes à charge très élevés, beaucoup plus élevés pour les personnes âgées, on le sait, que pour d'autres catégories de la population, pour d'autres personnes plus jeunes. Et avec un modèle économique, on le voit bien, qui pourrait être déstabilisé, ou qui l'est déjà en partie, avec l'arrivée de nouveaux types de produits sur le marché, ces fameux assistants d'écoute, et puis de nouveaux acteurs, et je trouve ça courageux et intéressant que M. Gaudinot ait invité M. Afflelou, qui a lancé une initiative qui, on le sait, fait réagir la profession. Et c'est bien qu'on puisse en parler, et c'est bien que ces questions-là puissent être traitées en toute transparence. Et on voit bien, ce marché s'est développé avec une participation tellement faible du régime obligatoire, un peu plus important du régime complémentaire, mais qui reste en moyenne minoritaire dans le prix total. Et donc c'est assez logique, le marché a pris le pas, et nous nous trouvons dans une situation qui aujourd'hui est très difficilement rattrapable. Alors moi je voudrais très clairement, au nom de Michel Delaunay, saluer la main tendue de la profession. C'est celle en tout cas qu'on a accueillie comme telle, à travers votre porte-parole, l'un de vos porte-parole principaux, M. Gaudinot, qui est venu nous voir pour nous dire qu'il voulait ouvrir une discussion avec les pouvoirs publics. Et nous accueillons cette main tendue et nous voulons créer les conditions d'un débat le plus objectif possible, en toute transparence, avec l'ensemble des acteurs concernés, en mettant tout sur la table, les référentiels de produits, vis-à-vis desquels nous le voyons, nous avons encore à progresser pour avoir des référentiels encore mieux partagés. Qu'est-ce qu'on met derrière chaque type de produit? Comment on a des produits repères qui veulent dire la même chose pour tout le monde et qui permettent à chacun de mieux s'y retrouver, y compris sur le statut des assistants d'écoute. Il y a un débat, les autorités compétentes ont commencé à se prononcer sur le sujet, il faut aller jusqu'au bout pour que ces questions soient totalement posées sur la table. Sur les prix repères, aujourd'hui, les conditions de structuration du marché font que c'est un des dispositifs médicaux qui sont à la fois inscrits sur la LPPR sans avoir de prix limite de vente. C'est une exception à la règle. La condition même de l'inscription sur la LPPR, naturellement, c'est d'aboutir à des prix limite de vente. Si ça ne s'est pas fait, c'est parce que nous n'avons pas réussi collectivement à aboutir à ce résultat. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, compte tenu de cette situation telle qu'on est vécue, d'y aboutir? On va avoir des prix repères, en tout cas, et de permettre aux usagers d'y voir plus clair.
sur l'effectivité des devis. Un pas important a été franchi il y a quelques années avec la mise en place d'un devis réglementaire. Il faut maintenant faire en sorte que ce devis soit pleinement partagé, utilisé de la même manière et utilisé par les usagers eux-mêmes, qui s'en saisissent de cet outil de transparence. Et sur la régulation de la profession, les audioprothésistes, bien sûr, ils sont les premiers concernés, mais aussi les autres professions de santé, car on le voit bien, la prévention, le dépistage précoce et la prévention de la perte d'autonomie liée à la déficience auditive, c'est aussi un travail d'équipe. Et vous l'aurez compris, Marisol Touraine, dans la stratégie nationale de santé, insiste beaucoup sur la responsabilité d'équipe des professionnels de santé qui, plus que jamais, a vocation à travailler de façon isolée. Et donc on pense que tout le monde a un rôle à jouer dans cette affaire, dans la sensibilisation, dans le repérage, dans le dépistage, dans l'accompagnement à la prise en charge. Les audioprothésistes bien sûr, mais tous les autres professionnels de santé et de l'accompagnement social de manière générale. Les réseaux, vous l'avez posé, ça fait partie du débat, et la place des complémentaires, avec évidemment dans une situation où chacun connaît la situation des finances publiques, si nous pouvons à la fois faire des efforts communs dans la régulation et dans la solvabilisation, et l'un ne va pas sans l'autre, vous l'aurez compris, cette solvabilisation, elle pourra, dans un premier temps, compte tenu de la situation actuelle, porter prioritairement sur les plus fragiles, sur les plus faibles. Donc les annonces ont été faites, des débuts de propositions ont été faites sur les bénéficiaires de la CMU, d'autres sur les bénéficiaires de la CF, les complémentaires. Il faut continuer à avoir ce débat avec une obsession principale de la part des pouvoirs publics qui est fixer ensemble, avec la profession et avec l'ensemble des acteurs, des règles du jeu communes, mieux partagées, au bénéfice des usagers et en priorité des usagers les plus fragiles, qui aujourd'hui sont les premières victimes de cette situation qui n'est au fond satisfaisante pour personne, puisqu'elle ne permet pas à ceux qui en ont le plus besoin d'être aidés. Elle ne permet pas non plus, finalement aussi, à la profession de travailler autant qu'elle le devrait compte tenu des besoins. Et donc je pense que nous avons un intérêt commun à trouver les compromis qu'il faudra pour faire un pas qui fera date. En tout cas, c'est la volonté de Michel Delaunay, dont je suis venu vous faire part ce matin. On est très, très content d'avoir un langage qui montre que vous avez vraiment travaillé le dossier. Vous n'êtes pas là pour juste en représentation. Donc c'est vrai qu'on s'est rencontrés déjà par le passé. Donc je crois que maintenant, je ne veux pas réagir à chaud, on en reparlera en conclusion du type de proposition qu'on est en train de faire au ministère. Monsieur Affelou, vous avez été confronté aux mutuelles dans l'optique et vous n'étiez pas très favorable, si je me souviens bien. Qu'est-ce que vous en pensez dans le secteur de l'audioprothèse pour répondre à la proposition? Moi j'entends bien, je veux dire qu'on demande aux professionnels de supporter les carences de l'État. Ça fait 40 ans que les lunettes et les prothèses auditives sont quasiment remboursées au même niveau. La vie n'a pas augmenté beaucoup, donc on demande au secteur des opticiens, les médecins, tout le monde, supporter le fait que l'État ne peut pas porter, mais pourquoi pas. Dans les principes des caisses complémentaires, on va appeler des OCAM, je pense qu'il ne faut pas dire que les gens sont libres. Avec les OCAM existants actuellement, les gens sont libres de rien. On leur impose leurs fournisseurs. On est en train de leur imposer leur médecin, demain l'audioprothésiste, aujourd'hui l'opticien. Quelles que soient les conditions, c'est comme ça qu'on leur impose. Donc moi je me révolte contre ça. Je ne pensais pas à des organismes mutualistes d'imposer à leurs clients, leurs adhérents, en les prenant parfois en traître, parce qu'au moment où les gens adhèrent, ils ne savent pas qu'ils n'auront pas de choix, et qu'on leur impose les gens. Alors je peux vous dire, dans le domaine qui est le nôtre, que toutes les enseignes, toutes les entreprises commerciales, et c'est ce que j'ai proposé comme débat, qui n'a jamais eu lieu, parce qu'on considère qu'on est commerçants, je suis un peu surpris du reste, vous êtes surpris que je sois là, je suis audioprothésiste, hein.
Je ne vole personne, je fais mon métier. Il y a des gens dans la salle qui sont audioprothésistes, qui ont l'enseigne à Fleurou, il y en aura de plus en plus, et qui se développent, et qui essaient de soigner et de gagner leur vie, parce que quand on est audioprothésiste, on a un métier, mais on vend des appareils, hein, on les vend. On ne les fait pas cadeau et on ne nous les offre pas. Donc il faut essayer d'en vendre le plus possible, d'avoir un maximum de clients. C'est le but. Je sais que ce n'est pas une philosophie développée au niveau de l'État, mais c'est le but de l'entreprise privée, c'est d'essayer de se développer et d'avoir des revenus. Alors, aujourd'hui, toutes les enseignes, tous les entrepreneurs, tous les commerçants qui ont signé avec toutes les OCAM en France, sauf avec une, n'ont pas touché 1 centime de leur marge. Donc si c'est pour rendre accessible, si c'est pour faire baisser le prix des produits, je réponds c'est faux, archi faux. Simplement, on triche sur la qualité des produits qui sont offerts. Donc je ne comprends pas pourquoi on autorise aujourd'hui, ou on voudrait autoriser, c'est un projet de loi qui a été fait dans la plus grande infraction législative. Aujourd'hui, on autorise les gens à faire des remboursements différenciés. On a créé la sécurité sociale après la guerre, c'était absolument pas pour ça. On avait le droit de choisir son médecin, et quel que soit le produit qu'on achetait, quel que soit le prestataire de services auquel on avait lieu, on était remboursé de la même manière. Aujourd'hui, on est en train de dire, je ne sais pas si tout le monde le sait, parce que c'est comme ça, c'est en catimini. Et puis, tous les professionnels de la santé le découvrent les uns après les autres. On est en train de dire, monsieur, vous allez chez monsieur Afflelou, tant pis pour vous. Si vous étiez allé chez madame, vous n'auriez pas eu de supplément à payer. Je ne suis pas sûr du tout que les gens le sachent. On le fait maintenant avec les médecins, donc on impose les fournisseurs. Donc, le remboursement différencié va entraîner de facto une pénalisation pour le patient. D'autre part, on a des organismes qui sont ouverts à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on dit aux gens, moi je voudrais avoir le droit d'aller à la santé claire si j'en ai envie. Je n'accepte pas que des gens, excusez-moi, je vais être violent dans les mots, incompétents, décident de savoir quel est le bon opticien, à partir de quand on est un bon opticien ou un bon audioprothésiste. Aujourd'hui, c'est le cas. On impose. Et ce sont des cabinets ou des officines entreprises privées qui font plus d'argent que l'État et que nous, en subventionnant, en privant une dîme au passage sur tous leurs adhérents. Donc, pour moi, chef d'entreprise, je veux être libre d'approcher le marché de mes clients, des consommateurs, comme j'en ai envie, librement, en leur laissant le choix de choisir de venir chez nous ou ailleurs, parce qu'ils ont vu ce que la concurrence est capable d'offrir. Il n'y a jamais eu encore une société civilisée et développée, il n'y a jamais eu meilleur organe pour faire baisser les prix que laisser libre cours à la concurrence. Donc, carte blanche ouvre pour nous la possibilité à tous les opticiens de dire si vous voulez adhérer, voilà les conditions. Les autres disent non, nous on choisit, on sélectionne. Alors sachez-le, parce qu'ils vont faire la même chose dans les prothèses, sachez comment ça va se produire. C'est qu'on dit aujourd'hui, on vous prend, acceptez-vous de vendre vos appareils auditifs à tel prix, dans telles conditions, oui, les gens se battent parce qu'ils pensent qu'autrement ils n'ont pas de clients. Je suis la preuve dans le titre que c'est pas vrai du tout. Mais ceci étant, dans 3 ans, au moment de renouveler les contrats, on dira vous n'êtes plus. On n'a même pas de raison à vous donner. Vous n'êtes plus notre opticien ou notre audioprothésiste référent. On prend le monsieur dans la rue à côté et votre clientèle s'en va avec. Donc je veux dire, accepter cela, c'est accepter de vous mettre entre les bras, dans les bras de gens qui vont diriger le métier. Je comprends que l'État n'ait plus d'argent pour renflouer la sécu, bon, pourquoi pas, je comprends, je le vois, je le constate, on ne peut pas payer plus d'impôts que ce qu'on paye, on ne peut pas rentrer dans le débat politique. En revanche, je pense que ce n'est pas à l'État de fixer à des mutualistes de décider chez qui on devra acheter les lunettes ou les appareils auditifs. Et je vous promets que c'est pas la direction, c'est comme ça que ça a été fait. Aujourd'hui, la MGVN est en violation totale, permanente, avec la loi. Mais c'est la MGVN. On sait ce qu'il y a à la MGVN. Ok ? Donc c'est la MGVN. Donc on n'emmerde pas. Excusez-moi. On est en procès. De cour d'appel en cour d'appel, on dit qu'il faut voir Bruxelles. Bruxelles a condamné. Bon,
n'a toujours pas de date de procès parce qu'on ne touche pas d'Algérie. Mettez-vous dans les mains de ces gens et nous perdrons et notre âme, et notre clientèle, et notre droit à existence. En revanche, on peut très bien dire il y a des mutuelles qui proposent telle et telle condition. Si vous voulez adhérer, allez-y. Mais on ne vous interdit pas d'y adhérer. Et carte blanche dit, c'est le cas d'appeler ça carte blanche, tous ceux qui le souhaitent peuvent, à condition de faire ça et ça. Ils ont sur 11 000 opticiens, ils ont 9 000 curateurs. Monsieur Godino, sur l'UNSAF, le syndicat, sur quelle est la position de M. Afflelou et la position du syndicat? Un mot sur la PPL Leroux que vous venez d'aborder. Ça fait plusieurs années que le problème du remboursement différencié qui est autorisé aux assureurs et instituts de prévoyance, à la Conseil Lyrique, la carte blanche par exemple, et les autres plateformes et qui n'étaient pas autorisées à la mutuelle, c'est un problème, cette distorsion de concurrence. Mais nous avions déjà dit à l'époque que, à notre avis, c'était les assureurs qui ne devaient pas avoir le droit de faire du remboursement différencié, ce qui n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, récemment, la Cour européenne de justice a dit que les remboursements différenciés étaient plutôt anticoncurrentiels, ce qui est une évidence. De dire je rembourse mieux si vous restez chez moi plutôt que d'aller voir ailleurs, c'est pas quelque chose qui pousse à la concurrence. Si la plateforme de soins a du sens, si elle a une valeur ajoutée, les gens la trouveront. En faisant du remboursement différencié, c'est quelque chose qui est anticoncurrentiel. Donc c'est quelque chose que l'UNSAF avait écrit en 2011, alors que lors des débats de la loi HPST, puisqu'il y avait déjà eu des projets à ce niveau-là. Donc sur ce point précis, je ne vais pas jeter l'anathème sur la mutualité qui aujourd'hui en effet n'a pas le même droit que les autres. C'est ce point-là qui, à mon sens, n'est pas logique. Un petit mot complémentaire, c'est évident que les OCAM sont diverses. Et qu'aujourd'hui, même si la sécurité centrale, le régime obligatoire n'en rembourse que 10%, il peut quand même réglementer. Parce que, on en a déjà parlé dans un différent système, on a M. Tripodi qui est là, qui est une plateforme qui a plutôt une écoute de la profession, mais on n'a pas du tout cette écoute avec d'autres réseaux qui, sans se préoccuper de notre profession et sans doute de celle des opticiens avant nous, a eu une approche extrêmement agressive. Donc de dire que les OCAM vont compléter la sécurité sociale avec des plateformes de soins, de référencement d'ailleurs plutôt que de soins, c'est quelque chose qui nous pose problème. Je pense que l'État n'a pas beaucoup de moyens en ce moment, comme on le sait, mais de réglementer ne coûte pas très cher. Si la réglementation est bien faite, ça a du sens, ça améliorera la situation, et en effet, chacun aura son rôle. La sécurité sociale, même si ce n'est que 10%, les complémentaires pour une certaine partie, et les professionnels qui veulent aussi, comme vous l'avez souligné, s'engager. Passons la parole aux autres intervenants. Plus en amont des orthoprothésistes, je voudrais avoir le point de vue des médecins et des ERL avec M. Klein. Notamment l'Académie de médecine est intervenue plus ou moins là-dessus sur la privatisation du secteur paramédical et les risques de démédicalisation à travers les réseaux de soins. Votre point de vue à vous, médecin, ERL. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité. Je crois que c'est la première fois qu'on vous verra. Je crois que c'est la première fois qu'un ORL est présent à votre congrès. C'est pas qu'on ne voulait pas, c'est que ça s'est mal organisé, ne vous inquiétez pas. Donc je suis très fier ou très heureux d'être ici et j'ai conscience de représenter les ORL. Le représentant du ministère a cité beaucoup de gens, sauf les médecins. On voit bien tout à fait la démarche qui se prépare. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là et nous sommes dans le parcours de soins, dans le respect de la loi, avec le médecin généraliste, l'ORL, l'audioprothésiste, et tout ça est au service du patient, est un facteur à la fois de progrès social, de non-dépendance et d'économie de santé, puisque les uns et les autres, nous nous surveillons et nous nous faisons confiance dans l'intérêt du patient. Donc j'ai plein de choses à vous dire. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on associe trop la surdité avec le vieillissement. Je suis désolé, c'est évidemment quelque chose. Est-ce que tous les gens qui portent des lunettes ici sont des personnes âgées?
Donc il faut dissocier, déjà le mot prothèse est un peu choquant, donc je ne porte pas de prothèse visuelle, il faut dissocier quand même un petit peu la surdité d'un vieillissement. C'est un problème, c'est naturel, c'est pas une maladie, et c'est par contre la correction de la surdité, c'est une absence, une garantie d'absence de vieillissement intellectuel. Donc il faut retourner le problème pour faire passer un message positif aux patients, aux individus du système de santé. Je remarque que j'ai un certain âge, et quand on voit la salle, les audioprothésistes sont très jeunes. C'est une profession qui a de l'avenir, et il y a visiblement beaucoup de retard à rattraper. Donc d'une part sur les mots qu'on utilise, chasser le mot prothèse, rester dans le positif, essayer de trouver une façon de valoriser la démarche de l'appareillage. On est parti d'une époque, j'ai 35 ans d'exercice, où il y avait les ORL, très chirurgicaux, beaucoup d'otites chroniques, pas trop de personnes âgées. On parlait de sonotones, on parlait de choses comme ça, et on a vu arriver petit à petit, nous, médecins ORL, une profession qui est devenue technique, psycho-acoustique, enfin des tas de références, et on a eu du mal à raccrocher le train. Donc on se voit presque dépassé par vous sur un certain nombre de points de vue. On a besoin donc avec vous de retravailler pour recentrer notre présence et la vôtre dans l'intérêt du patient. On a parlé, et on va en parler, du rôle des complémentaires. Je ne parlerai pas du rôle de l'État puisque le remboursement me semble négligeable, et comme Alain Flelou l'a rapporté, depuis 25 ans ça n'a pas évolué. Donc on va plus parler du partenariat avec les complémentaires. Alain Flelou rappelle le danger, on peut le citer pour Carrefour avec les agriculteurs, d'une course à l'échalote concernant le prix essentiellement avant le service. On voit ce que ça donne dans le domaine de l'agroalimentaire avec tous les scandales qu'il peut y avoir à droite à gauche. On est ici avec Jean-François Tripodi, pour lequel j'ai une relation d'amitié, dans un contrat qu'on est en train de mener sur la confiance, la qualité, sachant que l'argent viendra derrière et que l'économie sera forcément à la clé. Mais il faut éviter de parler de réglementation, il faut d'abord parler de votre métier, de votre éthique. Vous savez prendre en charge les patients, nous savons aussi un petit peu les guider, peut-être moins bien que vous, et je pense que les complémentaires doivent rentrer dans le circuit avec avant tout une notion de service médical rendu. Le marché étant ouvert, je pense que les plateformes de santé qui remporteront le maximum de contrats, ce sont celles qui mettront en avant la qualité. L'argent, il faut que ça passe derrière. Bien sûr qu'on l'a tous en tête, aussi bien sur le secteur 2 pour les ORL, notamment sur Paris, aussi bien sur les variations de prix pour les prothèses, mais derrière tout ça, notre travail ici, notre table ronde, à mon avis, a pour but de vous démontrer qu'on est dans une démarche non corporatiste, mais une démarche dans l'intérêt du patient. Voilà ce que je peux dire. On a beaucoup parlé de complémentaires, vous avez été plutôt mis en cause. Voilà. Vous, votre point de vue en tant que plateforme de remboursement complémentaire par rapport à vos concurrents et votre philosophie générale par rapport à ce qui a été dit. D'abord, merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est une occasion d'avoir la possibilité d'exprimer encore plus la position des cartes blanches. Pour mémoire, nous ne sommes pas assureurs, nous sommes plateforme de service et donc nos clients sont les assureurs, les mutuelles et les trucs. On va présenter un peu des assureurs quand même. Voilà. Mais c'est pas lui qui fait le remboursement. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai l'impression que je suis en phase totalement avec ce qui a été dit par les membres de la profession de l'audition et de la correction auditive. Je vais volontairement, rapidement, vous rappeler ce qui s'est passé en optique pour vous dire que c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a de ça 30, 20 ans, toutes les mutuelles, tous les commentaires se sont battus pour augmenter le portefeuille et se sont battus sur deux axes, mieux rembourser l'optique, mieux rembourser le dentaire. C'est comme ça qu'on a intérêt à des aberrations avec des frais réels sur des frais de santé. Cela a été très négatif en bout de course, puisque finalement les adhérents ont demandé de plus en plus de remboursement et tout simplement les cotisations ont augmenté parce qu'à un moment donné, ceux qui à 30 ans, on avait des marges qui étaient anormalement hautes,
Maintenant, on arrive à des marges qui sont peut-être en langue basse, et dans tous les cas, on ne peut plus augmenter les primes et les cotisations de façon significative. Donc, cette marche en avant du remboursement de plus en plus important pour attirer, en particulier l'optique et dentaire, a été une erreur de la part des complémentaires santé. Et c'est comme ça, finalement, que se sont créées les plateformes. C'est sur ce métier-là que s'est créé les plateformes au début des années 2000. Je me bats régulièrement avec mes clients, avec mes prospects, avec le marché de l'assurance, pour leur expliquer que justement, l'audioprothèse, c'est pas l'optique. Et que ce qu'on a su faire en optique, j'espère assez intelligemment, et j'ose croire que justement, si Alain Flelou a accepté que c'est toute son enseigne à dire à carte blanche, c'est qu'on a pu démontrer que dans le cadre d'une façon intelligente de gérer un réseau, on pouvait à la fois rendre service au client, qui pour nous est l'assuré, à l'assureur, parce que l'assureur doit gérer son risque aussi, il n'y a pas d'ambiguïté, mais aussi que l'opticien puisse faire son travail correctement. Malgré cela, dans l'audioprothèse, ce n'est pas l'optique. Et quelque chose qu'on a bien compris, c'est que l'audioprothésiste a cette grande liberté de déterminer aujourd'hui, par la loi de réglementation, l'équipement qui va être fourni à son client patient. Il est hors de question pour nous de rentrer dans une régulation qui serait strictement limitée aux tarifs, ça n'aurait pas de sens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de tarifs, je dis strictement limité aux tarifs. Ce qui compte le plus pour nous, c'est qu'en bout de course, on arrive à démontrer au marché des assureurs santé, à mes clients, l'intérêt de pouvoir s'impliquer dans le remboursement audioprothèse, peut-être encore plus qu'aujourd'hui, parce qu'il faut être clair, c'est un marché concurrentiel, donc ça sera attractif pour demain, pour les futurs assurés qui de plus en plus ont des problèmes auditifs de plus en plus jeunes. Jean-Michel me disait à l'instant, c'est pas un marché de vieux, c'est de plus en plus un marché de plus en plus jeune. Donc de ce fait, obligatoirement, les assurés vont être demandeurs. Il faut qu'on arrive à démontrer que c'est une activité qui a une vraie utilité sociale, qui apporte une correction dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a lancé les travaux, donc avec le syndicat des ORL, avec beaucoup de prothésistes, pour justement arriver à définir ce qu'on appelait le PAC, mais ça arrive à l'agriculture, c'est le parcours auditif coordonné. C'est le principe de dire que l'ORL est celui qui a son patient en face de lui. Pour nous, c'est obligatoire. Je donne toujours comme conseil, et mes clients me suivent, de ne pas rembourser le petit appareil qui se vend et qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur pour corriger l'audition. Aucun de mes clients ne le rembourse. Au passage, aucun de mes clients rembourse aussi différencier réseau ou hors réseau. C'est une règle de base. Notre principe est de dire oui, il faut passer par l'ORL. Alors, c'est peut-être aberrant dans ce tour de table que ce soit l'assureur qui le dise plutôt que les gens des métiers, mais oui, pour nous, c'est une contrainte. On considère que pour une bonne santé de nos assurés, il faut qu'ils soient des patients et pas que des consommateurs. Pour être des patients, pour nous, il faut qu'ils passent par l'ORL. Et dans tous les travaux que l'on mène, le passage obligatoire est là. Mais par contre, n'oubliez pas le médecin traitant. Parce que j'ai toujours l'habitude de prendre comme exemple la petite bébé qui a besoin d'être équipée. L'ORL va le voir, malheureusement, c'est quand elle arrive à le voir, il y a des délais importants dans certaines régions. Par contre, son généraliste le voit au moins une fois par mois. Et aujourd'hui, le généraliste est peut-être pas assez au courant, pas assez formé pour pouvoir conseiller, aider, identifier la personne qui a des problèmes auditifs ou si son équipement il a servi quelque chose. On travaille aussi avec les généralistes là-dessus. Et bien sûr, le monde de l'audio-prothèse. Notre objectif, c'est de dire, en bout de course, il faut que l'ORL soit en capacité de mieux définir pour l'audioprothésiste le besoin du patient, ce qu'il a identifié comme besoin. On ne dit pas qu'il va faire l'examen audioprothésiste, chacun son métier. Mais il y a ce dialogue singulier entre le patient et le médecin, et le médecin doit retranscrire le besoin du patient pour que l'audioprothésiste puisse l'utiliser.
Derrière, il faut être clair, on a parlé de commerce, les droguistes sont des commerçants, en plus d'être au sein de la santé. Donc il faut aussi que, toute chose égale par ailleurs, le métier de prothésiste se fasse pour que, bien sûr, gagne sa vie. On ne va pas vous dire que vous devez gagner votre vie. Raisonnablement, ni trop ni pas assez, raisonnablement par rapport à ce que vous devez gagner, par rapport à vos investissements et vos charges à l'année récurrente. Mais surtout, vous devez, à partir de là, pour nous, proposer le matériel qui correspond aux besoins du patient. Et nous, ce qu'on veut éviter, très concrètement, c'est que vous proposiez un matériel qui correspond à un problème économique de votre activité économique. C'est que ça corresponde à ce que le patient a besoin. Et ce qu'on n'oublie pas, et toujours comparaison avec l'optique, c'est que c'est vous qui choisissez le matériel, c'est vous qui le réglez, c'est comme ça que le patient va être le mieux traité. Vous savez, je vais faire revenir un flou à côté de moi, mais en optique, avec un bon système expert, on sait choisir le verre à partir de l'ordonnance, c'est ce qu'on a fait. Après, bien sûr, l'opticien a le choix. Un peu de course, c'est assez facile à choisir le verre. En hydroprothèse, ce n'est pas vrai. On en est conscient. C'est pas du tout la même chose. Et en bout de course, ce qu'on n'oublie pas aussi, c'est qu'une fois que vous avez vendu, il faut que vous mainteniez. Il faut que vous fassiez le SAV. Il faut que vous fassiez tout ce qu'il y a derrière. Et ça aussi, pour nos patients, c'est important, parce qu'on sait très bien que si quelqu'un sort d'une boutique de hypothèse et que, pour des raisons X et Y, c'est-à-dire une volonté d'hypothèse de ne pas amener son client, là j'ai dit client volontairement et pas patient, à revenir, parce qu'il ne mettra pas les moyens en œuvre, ou qu'il fera tout ce qu'il faut pour ne pas le recevoir, parce que l'agenda est plein, etc. Vous savez très bien qu'il y a des façons de faire, et ça, c'est pas bien. Bien parce qu'on sait très bien que d'abord vous l'avez vendu, ce service-là. Deuxièmement, c'est comme ça que le patient sera bien suivi. Et là, je dis patient, je dis client. Donc nous, c'est tout ça qu'on veut voir. C'est pour ça qu'on appelle ça le parcours auditif coordonné. Et le plus important là-dessus, pour nous, c'est coordonné. Le parcours auditif, c'est une chose. À la limite, on sait le faire. Notre volonté, qui est peut-être ambitieuse, c'est d'arriver à, pour nos bénéficiaires, coordonner ces différents métiers autour d'outils qu'on va mettre à disposition de ces professionnels pour que justement nos assurés ne soient pas obligatoirement dans le prix le moins cher, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche le bon prix pour le bon matériel, le bon équipement qui correspond aux besoins de notre assurance. Oui, ça c'est un peu dans un monde idéal chez Carte Blanche, mais ça ne se passe pas de la même manière avec tous les réseaux. Le thème c'est marchandisation, perte d'autonomie et de choix de l'audioprothésiste. Tu vas peut-être devenir un simple revendeur. Je voudrais avoir l'avis de monsieur. Je voudrais juste répondre à ce que vous venez de dire, parce que là, malheureusement, on tombe exactement dans la même logique que l'optique. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alain Flelou, 100% d'accord. Il ne faut pas différencier les remboursements et les réseaux fermés sont à terme dangereux pour les commerçants, là je dis commerçants volontairement, parce qu'un jour ou l'autre, ceux qui rentrent là-dedans se retrouveront piégés parce qu'ils auront trop de chiffre d'affaires détenus par le réseau. Je vous ferai la réponse que je fais quand j'interviens dans le milieu de l'optique. N'adhérez pas à ces réseaux-là et ils vont s'arrêter tout seuls. Ne venez pas à carte blanche, vous faites bien, c'est pas grave. Surtout, n'allez pas à ces réseaux-là. Ouais. Ils existent, monsieur Bizardet, sur le libre choix de l'audioprothésiste, non pas du malentendant, mais sur les OCAM, en réfléchissant bien, de toute manière, OCAM c'est un terme beaucoup trop large, et en réalité il y a plusieurs formes d'OCAM. Et je ne suis pas en lutte contre toutes. Je considère que le principe même du réseau fermé est dangereux. Alors je n'ai pas signé aucun réseau dans ce sens-là, puisque je pense qu'il devrait répondre à plusieurs critères que je ne ressens pas aujourd'hui. Alors il y a un critère de prix qui était l'élément majeur des premiers qui sont rentrés, et je dois avouer que je ne mets pas dans le même sac Santé Claire et Carte Blanche. C'est une démarche totalement différente, avec un choix qui est totalement différent, privilégiant la qualité, privilégiant le prix. Pour le moment, il y a 3 objectifs clairs que je voudrais avoir, moi, dans l'avenir, vis-à-vis de cela, avant de signer. C'est premièrement avoir des moyens financiers de continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire à trouver un équilibre entre économique, comme l'a dit fort bien M. Flelou, économique entre la qualité de ce que je donne et le prix que ça représente, à conserver le libre choix prothétique, ça me paraît quelque chose de capital. Il y a des
des contrats à l'heure actuelle qui disent bien que le patient, l'audioprothésiste a l'obligation de laisser faire le patient à son choix si jamais il le demande. Ça me paraît totalement inconcevable à ce niveau-là. Et puis surtout, le vrai point pour moi, et je rejoins M. Lafilose également, c'est avoir une vision nette du partenariat sur l'avenir. Moi aujourd'hui, on me propose quelque chose à court terme. Je sais qu'à long terme, ça ne se passera pas comme ça parce que les exemples le montrent. L'histoire, c'est quelque chose qui est important, et l'histoire nous montre que c'est un marché qui peut être un marché de dupes. Alors, on se met autour de la table, on discute. Moi, pour le moment, ils ne sont pas venus discuter avec nous. Donc, je suis obligé de dire, pour le moment, que ça m'effraie un petit peu. Je voudrais garder ma liberté totale vis-à-vis de certains de ces éléments-là. Je pense également que le fait de rentrer dans les OCAM, c'est créer une privatisation du système. Et je pense que la perte de chance, moi je pense que le patient a le droit, tout patient a le droit d'être aidé. Le fait de créer des réseaux fermés, avec des contrats différents, avec des obligations différentes, avec des prix différents, conduit forcément sur le long terme à avoir des patients qui sont gérés différemment. Ça ne me paraît pas juste ça. Le pouvoir public nous dit on va tous devenir avec des problèmes de santé graves et on n'aura pas les mêmes chances d'accéder en réalité à ce pouvoir-là, de gérer notre propre cerveau et de nous accompagner. Ça me paraît très très important et je pense que l'État a un rôle majeur qu'il faut qu'il conserve. Même si ce n'est que de 10%, c'est la loi. Et je pense que vous ne pouvez pas vous en séparer. Troisièmement, le remboursement différencié. Le remboursement différencié est quelque chose qui est anticoncurrentiel, comme tu le disais très bien, qui a été repris. Et ce marché différencié, en réalité, c'est une prise de pouvoir sur les patients. Ça diminue le libre choix. Et aussi sur l'audio. Sur l'audio, bien sûr, sur le libre choix et sur l'audio. Et demain, quelles seront les négociations que nous aurons? C'est pour ça que pour le moment, au regard de ces choses-là, moi personnellement, je suis très prudent et j'analyse la situation avec beaucoup de prudence. Surtout que la loi me donne le libre choix. Je ne voudrais pas que la loi soit trahie en réalité par des gens qui m'obligeraient à quitter cela. Deuxièmement, je pense que le patient a le libre choix de son praticien. Je prends l'exemple de quelqu'un de ma famille pour qui j'ai téléphoné dans une OCAM et à qui on a dit non, vous ne pouvez pas aller là. Alors, ce n'est pas vrai en plus, hein, c'est une pression morale exercée sur une personne âgée pour l'obliger à aller quelque part alors que ce n'est pas la loi, ce n'est pas la règle. Deuxièmement, on lui propose de faire 80 km en taxi pour aller, en réalité, aller dans ce sens-là. Ça me paraît totalement inconcevable également. Donc, dans ce cadre-là, on sait bien que le CAM n'est pas forcément quelque chose que je vais soutenir. Discuter avec les gens pour qu'il y ait enfin une interrogation avec le pouvoir public, une interrogation avec les OCAM, une interrogation avec la sécurité sociale, avec notre profession, j'insiste bien, avec notre profession, pour essayer de définir un prix cohérent, qui n'ait pas de perte de chance, avec une offre conventionnelle, comme on le répète depuis un certain temps, où les OCAM peuvent avoir un rôle, c'est évident, puisque l'État n'a pas les moyens. Nous voulons que nos patients soient bien appareillés, dans des conditions honorables, de telle façon que ça ne soit pas... je ne voudrais pas être appareillé chez l'audioprothésiste où est envoyée cette personne, parce que je la connais. Or, les pressions ont été faites que si je n'étais pas de ma famille, ça se serait fait comme ça. Donc voilà un petit peu mon principe. Le libre choix est en train de disparaître. On doit lutter pour ça, c'est pour ça que pendant je ne signe pas. Avant de faire réagir... Avant que M. Dumoulin réagisse ou réponde, je ne sais pas, je voudrais que le CINEA, qui représente ici un peu les enseignes et les groupements d'achat, donne son sentiment, notamment en matière de... Vous ne craignez pas qu'à terme, ce soit les complémentaires qui négocient pour vous avec les fabricants? Pourquoi pas? Alors, avant de répondre à votre question, déjà je voudrais remercier l'UNSAF de nous avoir invités. Je suis un vieux monsieur, mais un jeune président du CINEA. Pour le bisutage, il m'a mis entre le prince de la communication et le pape du collège. Merci du bisutage. Il est évident que lorsqu'on réfléchit un petit peu, ça fait très longtemps que je suis dans cette profession, et la première chose qui m'a surprise lorsque j'ai été nommé du CINEA, c'est que le président du CINEA, c'est que j'ai eu des demandes d'interview par les journalistes, et toutes les questions qui m'ont été posées
C'était sur l'avenir du marché de l'audioprothèse en France, le nombre de prothèses vendues, le prix, le reste à charge, etc. Que des questions sur lesquelles je n'avais pas de réponse, j'en sais rien. Il faut interroger Thierry de Didon dans ces cas-là. Moi, ce que je pensais, c'est que notre métier, c'est de prendre en charge les gens, et que ce qui était notre véritable métier, c'était le métier d'audioprothésiste, c'est-à-dire que c'était un métier de service. Et là, je découvre qu'on ne parle que de produits. Le service est toujours mis de côté. Or, pendant des années, j'ai entendu parler de réhabilitation auditive, j'ai entendu parler de perte de facultés cognitives, j'ai entendu parler de prise en charge du patient, j'ai entendu parler d'échecs d'appareillage. S'il y a des échecs, je suppose que les appareils ne marchent pas tout seuls. Donc, en vérité, nos métiers, c'est de vendre un service. Et c'est ça qui devrait être mis en avant et qu'on ne voit jamais nulle part dans les communications. Toutes les questions qui sont posées sont faites exclusivement autour du produit. C'est un peu comme si je gagnais le Tour de France et que la première question me demandait, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du marché du vélo? J'en sais rien, mon job c'était de pédaler. Je ne sais pas. Je veux dire, bien sûr, sans le vélo, j'ai l'air d'un imbécile, mais en même temps, mon job c'est le pédalage, c'est pas le vélo. C'est la même chose, on est toujours là-dedans. Alors ensuite, les OCAM, bien entendu, le représentant du ministre est très gentil, mais de tout ce qu'il nous dit, il nous parle d'assistant des coûts, de prix, etc. En gros, il n'y a plus d'argent, il faut trouver l'argent autre part, et cet argent, c'est chez nous qui vont le faire. Alors, il y a quelques OCAM, comme mon ami Jean-François, qui réfléchissent à ce qu'est le métier, et les autres, très clairement, vont chercher l'argent dans vos poches, ni plus ni moins. Et comme le ministère ne peut pas prendre ça en charge, eh bien, il laisse faire. C'est un petit peu ça. Donc, voilà, c'est ça ma difficulté. La peur de ce métier, c'est que, n'ayant plus d'argent, et le vrai problème étant le reste à charge, eh ben, on laisse faire tout et n'importe quoi. Donc, quand vous avez des gens comme Jean-François qui réfléchissent à ce qu'est le métier, qu'est-ce que la prise en charge du patient, on parle des mêmes choses. Lorsqu'on parle simplement de la partie achat et vente de produits, et là vous avez des dérives qui existent à l'heure actuelle. Voilà. Mais quel pourra être le rôle des enseignes, des groupements d'achat face à des complémentaires? Est-ce qu'ils ne seront pas dépossédés à un moment de leur rôle pour aller directement vers les fabricants? Je vois bien avoir la vue de M. Dodinant là-dessus. Alors, l'avis des fabricants, c'est que nous sommes les partenaires des audioprothésistes. Nous fabriquons des aides auditives, nous développons des nouvelles technologies, mais les dispositifs médicaux que nous fabriquons, ils sont opérateurs dépendants. C'est-à-dire que le résultat de l'appareillage, c'est clairement le service de l'audioprothésiste qui va faire la différence. Donc, en tant que partenaire, nous, les positions vis-à-vis des OCAM, on sera à côté des audioprothésistes et si jamais on doit négocier avec les OCAM, je pense que ça va être une négociation tripartite. Clairement, nous fournissons le hardware et nous travaillons pour fournir des dispositifs toujours plus performants. Et on sait que le résultat se fait avec le service et la prestation de l'audioprothésiste et que sans ça, rien ne peut se faire. Monsieur Afflelou, vous voulez dire quelque chose? Je vais dire que la différence, ça marche pas? Ça marche pas. Boycott. Je vais juste apporter une précision. Entre les mutuelles et les compagnies privées et les caisses d'assurance, c'est que les assureurs sont des compagnies privées et les mutuelles sont régies par la loi et par l'État. C'est pas pareil, un assureur a le droit de faire ce qu'il veut, on est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer. Les mutuelles, c'est régi par l'État, il y a une loi et elle doit faire, et entre autres, jusqu'à présent, les remboursements différenciés étaient interdits. Et sont interdits. Et sont interdits. Ceux dont les organismes mutualistes s'assoient dessus complètement, on ne risque pas de faire ni de la DGCCRF, ni des procès, rien du tout, puisque personne ne les embête. Vous pouvez juste dire ça sur les OCAM. En fait, je voudrais dire qu'on compare beaucoup, et de manière péjorative,
à l'optique. Je me suis un peu expliqué en aparté à monsieur, mais le client ne choisit pas son verre. Il y a un vrai travail. Il y a quelques opticiens probablement ici, et l'opticien a un devoir et un rôle de conseil. L'ophtalmo fait le même travail pour l'optique que l'ORL fait pour l'audioprothèse, et nous devons interpréter et adapter la prescription médicale. Alors il ne faut pas l'avoir que par le bout de la lorgnette de dire « il vend ». Oui, il y a des gens qui ne font que vendre, et bien ils ne restent pas longtemps. Et puis il y a des gens qui exercent leur métier d'opticien, comme on peut exercer son métier d'audioprothésiste. Aborder le marché de l'audioprothèse comme je l'ai fait, je l'ai abordé en regardant ce qui se passait. Et aujourd'hui, le marché a un potentiel important. Et quand on cherche à savoir pourquoi, on dit qu'il y a deux choses, deux facteurs essentiels. Un, c'est l'image qu'on se fait du monde de la prothèse. On dit qu'il ne faut pas utiliser le mot prothèse, je l'ai banni de notre vocabulaire. Vous dites qu'il ne faut pas utiliser le mot sourd ou surdité, je l'ai banni. Vous l'utilisez encore par accident, mais on n'est pas aveugle parce qu'on porte des lunettes, on n'est pas sourd parce qu'on a besoin de se faire aider. Les Américains ont inventé le mot de aide auditive, et c'est beaucoup plus adapté que surdité, et ce mot fait peur. Donc il y a cette psychose de la correction. Je pense qu'on a longtemps communiqué sur le fait que les appareils auditifs devaient ne pas se voir, parce que c'est un drame si ça se voit. Donc les gens, on a des appareils invisibles. Plus on dit que c'est invisible, plus on a peur que ça se voit. Et puis enfin, on a communiqué aussi sur le fait de laisser entendre que quand on devait s'équiper, c'était qu'on avait déjà un pied ou un pied et demi dans la tombe. Ça donne pas, c'est pas très sexy comme envie. Et puis quand même, quand les gens franchissent cette étape, et le fait que le prix. Alors, je ne suis pas capable de dire que je suis le meilleur audioprothésiste de France. C'est aux gens de le dire, qu'on a les plus beaux centres, qu'on est les plus compétents. Donc une manière d'aborder le marché, ça a été de dire, je dédramatise, mal entendre, c'est banal. Passer 60 ans, c'est même normal. Si vous voulez bien, sur votre communication et votre projet, on va y revenir dans une deuxième partie, et je voudrais d'abord faire réagir mais je faisais Monsieur Dumoulin. Non, mais on en reparlera, il est très intéressant. Écoutez, au niveau des complémentaires, je crois qu'on a, c'est clair qu'à notre avis, trop de place aux complémentaires, c'est de l'inégalité, mais c'est des thèses qui sont défendues au niveau général, au niveau santé. C'est que s'il n'y a pas de régulation publique et un socle public important, c'est de l'inégalité. C'est ce qu'on voit dans les pays où l'assurance est au premier rang. Donc c'est pour ça que, quels que soient les moyens que les pouvoirs publics, le régime obligatoire a à mettre, il a à réguler. Et ça, c'est pour la prévention de la dépendance, parce que c'est une question de santé publique. Je ne dis pas que l'optique, on en a parlé plusieurs fois, n'est pas une question de santé publique, mais disons que les enjeux sont différents. On va en parler sans doute dans la deuxième partie de ce débat. Ce n'est pas parce que les audioprothésistes disent que les appareils sont invisibles, c'est parce que les gens ne veulent pas autre chose. Donc on s'adapte et on fait avec les blocages des gens. Donc c'est évident qu'il y a une étude qui a été faite par un fabricant il y a quelques temps, il y a 2 ans je crois, Ear the World, montrait que l'appréhension d'un appareil auditif était plus négative que celle d'une canne. Donc pourtant, la majorité des gens qui sortent aujourd'hui des centres disent « Ah, c'est vraiment plus discret que je ne le croyais, c'est beaucoup plus efficace que je ne le craignais ». Donc on va avoir une génération de travail pour que les gens sachent que, surtout si près tôt, eh bien les résultats seront bons et ils auront quelque chose en plus de discret. Mais bon, on ne va pas anticiper la deuxième partie du débat, en effet, M. Brouillard, donc je laisse M. Dumoulin réagir s'il le souhaite. Pour faire un peu votre réaction à tout ce que vous avez entendu. Je ne voudrais pas d'ambiguïté. Si je suis venu ce matin, c'est surtout pas pour venir vous dire l'État n'y peut rien, circuler, aller négocier avec les mutuelles pour compenser tout ça. Je vais vous dire tout le contraire. Je vais vous dire, je vous assure que, vous savez, les ministres ont des obsessions positives.
L'audioprothèse, ça fait partie des obsessions de Michel Delaunay. Elle m'en parle, mais je pense 2 ou 3 fois par semaine. C'est-à-dire, c'est un truc qu'elle... au point que ça finit par nous agacer dans son cabinet, parce que ça marotte. Donc, si je suis venu, c'est en service commandé, pour vous dire ça. Enfin, donc je suis venu pour vous le dire, l'État est tout sauf indifférent à cette question. Et la ministre, alors je parle des personnes âgées puisque c'est elle que je représente, est vraiment très préoccupée par le sujet. Et la responsabilité de l'État, c'est quoi? C'est d'abord, effectivement, de fixer des règles du jeu et de ne pas les fixer unilatéralement, de les fixer dans une culture de discussion, de dialogue avec les premiers concernés, que sont la profession, et avec pour finalité première, quel intérêt du public. Et ça, effectivement, si je suis venu ici, c'est pour vous dire que nous souhaitons le faire avec vous, et que nous souhaitons en plus ne pas traiter de la question du produit indépendamment de tout ce qui l'entoure. J'ai d'ailleurs commencé par vous parler de prévention, et donc d'organisation du système de santé, depuis le dépistage, l'accompagnement. Nous travaillons avec les départements à l'évolution des maisons départementales des personnes handicapées, qui dans certains départements sont devenues des maisons départementales de l'autonomie. Vous savez qu'il y a des dispositifs qui aujourd'hui profitent aux personnes handicapées, et dont on voit bien qu'elles permettent de solvabiliser un peu mieux certains publics que d'autres. Et donc nous réfléchissons aussi avec les départements à voir comment certains dispositifs peuvent mieux profiter à plus de public, avec des organisations qui accompagnent, qui suscitent le dépistage et qui favorisent un appareillage précoce. Donc on est tout à fait mobilisés pour prendre nos responsabilités et avec une vision la plus globale de la prise en charge de la déficience auditive. Et concrètement, et dans le même temps, je ne vais pas non plus vous raconter des histoires. Enfin, je veux dire, les chiffres, vous les connaissez. Les restes à charge, c'est les chiffres que m'a communiqué l'assurance maladie. Avant complémentaire, donc, le total des restes à charge en France moyen, c'est 600 millions d'euros. C'est plus d'1 demi-milliard. Si on vous expliquait qu'on pouvait du jour au lendemain sortir même la moitié de cette somme, vous rigoleriez, quoi. Vous me prendriez pour un pingouin. Donc ça veut dire que la question de la solvabilisation, elle fait partie du débat. Nous souhaitons y travailler. Nous avons des hypothèses budgétaires. Je ne peux pas vous donner un chiffre parce que d'abord, ça doit faire l'objet d'une discussion avec vous, parce que ça dépend de l'ensemble de la discussion. Mais nous avons déjà des notes blanches avec nos collègues de Bercy sur des hypothèses d'amélioration de la solvabilisation. Il y a déjà des sommes sur la table et qui, en toute logique, vous l'imaginez, commencent par s'adresser aux plus pauvres, aux plus modestes, ce qui est logique. Voilà. Et dans un processus qui veut essayer de trouver des points d'équilibre pour rattraper, mais rattraper progressivement. Je veux dire, c'est certainement le pire moment possible budgétairement pour faire ce rattrapage. Donc on pourrait très bien se dire, on le reporte et on ne le fait pas. Les ministres, Michel Delaunay et Marisol Touraine, disent cette problématique de santé publique est trop grave. On ne peut pas se contenter de dire on verra dans 3-4 ans quand on aura un peu plus les moyens de le faire. Donc ça va dire rapidement, alors ça va être rapide. Pardon ? Ça devrait arriver rapidement. Mais c'est l'objet de la discussion. C'est-à-dire que la discussion, on doit simplement, je ne veux pas qu'on réduise la discussion sur la solvabilisation des restes à charge, parce que vous avez bien conscience que nos technologies ne sont pas suffisantes. Donc je veux qu'on ait, je suis porteur d'une volonté des ministres d'avoir une discussion la plus globale possible avec tous les acteurs concernés. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le rôle des uns et des autres. Je me réjouissais simplement que M. Godinot, ayant dit tout ce qu'il pensait des initiatives des uns et des autres, y compris celle de M. Affelou, qu'il n'a pas caché, et que je trouvais ça bien qu'au-delà d'avoir affiché ce qu'il en pensait, il soit capable de venir en discuter aussi ouvertement. Voilà, nous, on souhaite vraiment discuter avec tous les acteurs concernés, dont on voit bien qu'ils ont des positions qui ne sont pas totalement unanimes, et c'est normal, voilà, et il y a du débat. Mais je ne voudrais surtout pas qu'on retienne de ma présence ici un aveu de faiblesse de l'État. Simplement, c'est un aveu de volontarisme, mais en même temps de volontarisme qui part d'une situation que vous connaissez, voilà, qui est une situation où on sait très bien qu'on ne pourra pas agir seul, qu'on aura besoin de la profession et qu'on aura besoin
de construire des solutions concertées avec les complémentaires, parce que c'est la situation dont on parle. Voilà, c'est pas... Là-dedans, je ne suis pas non plus venu comme défenseur de la PPL Leroux. C'est d'ailleurs une proposition de loi, non pas un projet de loi, hein, la différence étant qu'elle est d'initiative parlementaire et non gouvernementale. Le débat C'est le groupe majoritaire à l'Assemblée qui l'a proposé quand même. bien sûr, mais le débat suit son cours, vous y contribuez. Je disais même à M. Godinot, rencontrer M. Leroux. Hein, je pense qu'il faut éclairer ce débat. Ce que nous souhaitons, c'est que si possible, l'agenda du débat nous permette d'inscrire cette question dans la discussion globale, dans le package global. Voilà. Moi, je suis sensible, sans être les spécialistes que vous êtes, à la fois aux enjeux qualitatifs des réseaux de soins. On n'a jamais eu autant besoin de réseaux, parce que le travail en réseau, de manière générale, est une bonne chose, et en même temps au risque de réseau qui ne se jouerait que sur les prix. C'est un argument que chacun peut entendre, voilà, et puis sur le droit de la concurrence. Donc ce débat, il faut aller jusqu'au bout, et je ne suis pas venu, en tout cas, je ne suis pas porte-parole de M. Leroux. Justement, M. Brouillard, on appelle M. Leroux de votre part très bientôt. Monsieur Tripodi, vous vouliez rajouter? Je vais donner quelques petites réflexions. Bon, d'abord, je suis enchanté d'entendre et d'avoir des précisions sur le fait que le gouvernement s'intéresse de près à la qualité de l'équipement auditif, puisque c'est ce qu'on entend là. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, hormis toute nouvelle réglementation, il y a déjà 94 à 95% de population qui est couverte par une complémentaire. Qu'aujourd'hui, la loi qui est en train d'être passée, vous avez entendu parler de l'AMI, donc les nouvelles réglementations vont obliger tous les employeurs à offrir une couverture payée à 50%. Donc de plus en plus, la notion de complémentaire va devenir quasiment obligatoire, puisqu'on y arrive, et donc notre présence sera de plus en plus forte. Je voudrais juste aussi m'interroger, parce que je ne sais pas si j'ai bien entendu ou si j'ai bien compris, mais est-ce qu'on a un scoop en disant le gouvernement va mettre de l'argent en remboursant mieux l'audioprothèse? Je pense que j'ai mal compris. Je préfère j'ai compris la même chose que vous. Vous avez compris pareil. Alors je le reformule. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des finances de la CNAM, parce qu'on ne parle pas que de l'État, on parle de la CNAM quand même, et son directeur général qui est assez prégnant sur ces choses-là, est-ce que dans l'état actuel des choses, le gouvernement veut augmenter le remboursement de l'audioprothèse? On est deux à avoir compris ça? Oui, c'est un mal compris. C'est pas un scoop, hein. Je ne fais qu'à répéter ce que le Premier ministre a inscrit dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté. Vous savez qu'il est prévu, c'est un engagement des pouvoirs publics, de passer, de rembourser la deuxième audioprothèse des bénéficiaires de la CMU et d'examiner les conditions d'une réévaluation de la prise en charge dans le cadre de la CMU. Ça, c'est déjà... Voilà. Après, dans le cadre... Vous parlez de la CMUC, de la complémentaire. CMUC, pardon. D'augmenter le plafond et de rembourser la deuxième prothèse. Ce qui a été annoncé, c'est le remboursement de la deuxième. Voilà. Et avec un examen des conditions dans lesquelles on pourrait augmenter le plafond. Ça n'est pas un scoop que je vous donne, c'est inscrit très officiellement. On avait compris, je pense que c'était pour le régime général, c'était pour tout le monde que vous vouliez augmenter le remboursement. Je crois qu'on avait compris ça, mais bon. C'est pas ça. Encore une fois, il n'y a pas de tabou sur ce sujet. On peut avoir une discussion qui porte aussi sur l'ensemble des paramètres. Chacun étant conscient de la situation qu'elle est et du niveau dont on part, et qui fait qu'on pourra... Non mais je comprends bien, parce qu'en fait la CMUC n'est pas financée par l'État, la CMUC est financée par les complémentaires. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez réglementer un remboursement qui est augmenté du moment que ce sont les complémentaires qui le payent. Bon, merci de votre présence et d'être venu.